Juste avant que cette vidéo commence, je tiens à signaler que cette vidéo a été tournée le 20 mai 2020. Donc si vous voyez des changements, c'est normal. Bon visionnage à tous. J'espère que vous allez bien, c'est Max220, je vous surtout pour une toute nouvelle vidéo. Je surtout pour une nouvelle vidéo qui à mon sens est assez utile lorsqu'on va acheter une voiture d'occasion à un particulier, c'est le contrôle, la visée du véhicule. Donc dans cet épisode, je vais vous montrer comment on fait pour bien contrôler une voiture d'occasion. À noter que je ne dirai peut-être pas tout dans la vidéo, mais en tout cas c'est ce que j'aurais regardé si je devais partir voir une voiture d'occasion. Donc c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, abonnez-vous. Vous pouvez me rejoindre sur mon compte Instagram qui est dans la description et qui s'affiche à l'écran, mon serveur Discord qui est dans la description, mon compte YouTube qui est dans la description également. N'hésitez pas à consulter la description, il y aura peut-être des trucs en plus. Et sans plus attendre, on commence la vidéo. Alors, le premier conseil que je peux vous donner avant qu'on commence la vidéo, c'est de ne pas montrer un énorme intérêt pour la voiture, voire même aucun intérêt. Parce que si jamais vous trouvez des défauts et que vous voulez négocier le prix, ça va être compliqué. Ça peut compliquer la négociation. Donc premier conseil, ne pas montrer un intérêt pour la voiture qu'on a sous les yeux. Premier point qu'on va contrôler, c'est la carrosserie. Donc pour contrôler la carrosserie, vous faites le tour de la voiture. Vous contrôlez bien que tout est identique à l'annonce. Pas de rétro cassé, de vitres, de portes enfoncées, de bosses d'accrochage. Si il y a un pare-choc enfoncé, des vitres, des pare-brises cassés, vous devez être au courant. Voilà, vous faites le tour de la voiture, vous regardez que l'alignement entre les portes est correct. Entre les ailes et les portes avant, entre les ailes et le capot. Et vous regardez, tant qu'à faire, que les phares ne sont pas ternes. S'ils sont ternes, il y aura une rénovation de feu à faire. Deuxième contrôle qu'on va faire, c'est le contrôle de sous la voiture. Donc vous allez vous baisser sous la voiture et contrôler qu'il n'y a pas de rouille sur le châssis. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement irréparable, quoi. Quand vous avez de la rouille sur le châssis, ça demande la dépose complète du châssis. Donc là, c'est clair et net, c'est une mauvaise affaire. Donc vous vous baissez sous la voiture et vous regardez que le châssis est sain, c'est-à-dire qu'il n'est pas rouillé, qu'il est normal tout simplement, qu'il n'y a pas de rouille perforante dessus. Voilà, vous faites le contrôle du châssis en vous baissant sous la voiture. Donc le troisième contrôle qu'on va faire, c'est le contrôle des pneumatiques. Vous regardez bien qu'il y a assez de marge dans les rainures de chaque pneu. Donc pour ça, vous contrôlez le témoin. Si le témoin arrive au bout, c'est-à-dire que le pneu est lisse, il sera à remplacer. Profitez pour contrôler la présence de la roue de secours, du cric, du gilet et du triangle. Et la douille de antivol si vous avez des jantes en alu avec un écran antivol. Le deuxième contrôle qu'on va faire, c'est le contrôle des ouvrants. Donc vous manipulez la porte, vous l'ouvrez et vous la fermez. Vous devez regarder qu'elle se ferme et qu'elle s'ouvre sans point dur. Donc vous faites pareil pour tous les ouvrants de la voiture, à savoir toutes les portières, le coffre. Vous regardez bien que les vérins maintiennent bien le coffre ouvert et qu'il n'y a pas de point dur. Si jamais le coffre ne tient pas ouvert, les vérins seront à remplacer, ce qu'il faudra compter en plus de ce qu'il y aura à faire lors de l'achat. Et que les ouvrants s'ouvrent sans point dur. Voilà, ils doivent s'ouvrir et se fermer sans point dur. Faites pareil pour tous les ouvrants. Voilà. Votre capot est maintenu ouvert avec des vérins. Vous contrôlez bien que les vérins maintiennent bien le capot ouvert. Vous faites pareil qu'avec le coffre. Parce que si jamais vous avez des problèmes de vérins, ça passe pas au contrôle technique. Et en plus de ça, ça va devoir être compté en plus de ce qu'il y aura à faire après l'achat.
Le 5e contrôle qui sera à faire, c'est le contrôle de l'intérieur. Vous regardez bien que tout est identique aux photos qu'il y avait dans l'annonce, à savoir aucun siège déchiré, aucun volant abîmé, aucun pommeau déchiré. Vous faites le contrôle. Vous faites bien le contrôle des sièges. Si vous avez des sièges électriques, vérifiez qu'ils marchent. Le poste s'il fonctionne, la clim, la centralisation, le bouton de centralisation. Donc, vous regardez que les accessoires fonctionnent, que les vitres se ferment et s'ouvrent correctement. Vous faites ça pour toutes les vitres électriques. Vous regardez que les rétros fonctionnent correctement. Faites le contrôle des allumages des feux. Que vous regardez bien que tout clignote. Voilà. Des éclaireurs de plaques, les clignotants, les feux de brouillard. Vous regardez que bien tout est allumé. Les feux avant, les feux de brouillard si vous en avez à l'avant. Vous faites le contrôle. Regardez que les essuie-glaces fonctionnent à toutes les vitesses. Vous regardez que le nettoyage à l'eau fonctionne, que la pompe se met bien en marche. Vous faites pareil derrière. Contrôle du chauffage, contrôle de la clim également, l'allumage du poste autoradio. C'est pas automatique le réglage des feux avant. Regardez que le plafonnier fonctionne bien. Là, c'est vous qui allez mettre en marche le moteur. Donc pourquoi ? Déjà, c'est pas au vendeur de le faire, c'est à vous, parce que c'est vous qui voulez acheter la voiture, et surtout pour contrôler que tous les voyants s'éteignent au démarrage. Donc vous mettez le contact, vous regardez bien que bon, tout s'éteint. En général, les voyants restent allumés au démarrage. Ils doivent tous s'éteindre. Si jamais il s'éteint pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Je vais vous donner un conseil, c'est que lorsque vous partez voir la voiture, demandez bien au propriétaire de laisser la voiture refroidir. Vous allez me dire, mais pourquoi ça ? Parce que parfois il peut y avoir des voitures qui ont des problèmes à froid, donc évidemment le vendeur aura prévu son coup, il aura démarré la voiture avant que vous veniez la voir. La voiture aura eu le temps de prendre de la température, elle démarrera au quart de tour, alors qu'à froid parfois elle démarre pas au quart de tour. Donc dans ce cas là, soit c'est des bougies qui sont un petit peu fatiguées, une pompe à injection, des injecteurs, ça peut venir de plusieurs problèmes. Donc demandez bien au propriétaire de laisser la voiture refroidir. Pendant ce temps là, vous faites les autres contrôles qu'il y aura à faire. Ce temps là, vous pouvez faire un contrôle du compartiment moteur. Vous regardez bien que il n'y a aucune fuite d'huile, de gasoil à l'horizon. Tirez le cache moteur en plastique. Regardez autour des injecteurs. En l'occurrence, il y en a 4. S'il n'y a pas de gasoil qui coule, sinon ça veut dire qu'il y aura un joint à remplacer. Regardez que le niveau de liquide de refroidissement est correct et qu'il n'y a pas d'huile dans le vase d'expansion. Il faut contrôler qu'il n'y a pas d'huile dans le vase d'expansion. Alors parce que ça peut venir du joint de culasse. Et alors là, c'est tout de suite beaucoup moins drôle. Ça oblige le déculassage du moteur. Et ça peut être tout de suite beaucoup moins drôle. Et la voiture, c'est beaucoup moins une bonne affaire. Le contrôle du niveau de liquide de frein. Contrôle du niveau d'huile moteur. Vous trouvez qu'il n'y a pas assez d'huile, méfiez-vous et demandez au propriétaire ça fait combien de temps qu'il a fait la vidange. Parce que si jamais il n'a pas contrôlé l'huile depuis la vidange, il peut y avoir quelques dégâts au niveau du moteur suite à un manque d'huile. Ça peut avoir des dégâts assez lourds quand même. Vous démarrez la voiture. Si la voiture n'a pas été démarrée, donc en gros c'est un démarrage à froid, contrôlez le niveau de ralenti, qu'il soit bien stable. S'il n'est pas stable et si il n'est pas stable tout simplement, ça peut venir des injecteurs, de la pompe à injection. Donc dans ce cas là, ça sera quelque chose à compter en plus des autres défauts que vous trouverez. Donc le moteur est démarré, vous faites un contrôle qui est pas
pas de fuite d'huile, de liquide de refroidissement. Là, regardez bien que il n'y a aucune fuite. Et également que vous n'entendez pas de bruit de poulie d'alternateur, de poulie de compresseur de clim. Sinon, si vous entendez un bruit, ça sera à remplacer. Regardez à l'échappement qu'il n'y a pas de fumée à froid. S'il y a de la fumée à froid, s'il n'y en a qu'un petit peu, c'est bon, c'est un petit peu normal. Par contre, si vous avez pas mal de fumée à l'échappement, il y aura peut-être un décalaminage à faire. Nettoyage du FAP s'il y a un FAP dans la voiture. Et un nettoyage des injecteurs. Ici, je ne vais pas filmer l'essai, par contre, je vais vous montrer ce qu'il faudra faire lors de l'essai. Tout d'abord, vous allez devoir tester l'embrayage. Donc, vous allez appuyer sur la pédale d'embrayage, passer tous les rapports. 1, 2, 3, 4, 5 et la marche arrière. Vous avez pas mal de difficultés à passer les vitesses. Ça peut venir de deux problèmes d'après moi. Soit ça vient de la tringlerie de boîte, il y a peut-être un petit problème à ce niveau-là. Sinon, ça vient de l'embrayage qui est un petit peu usé. Dans ce cas-là, demandez au propriétaire si l'embrayage a été changé récemment. S'il a été changé récemment, bon, regardez peut-être au niveau des tringleries de boîte. Si vous trouvez qu'il y a toujours le problème, va peut-être falloir vous pencher vers l'embrayage. Vous allez regarder bien que le moteur n'a pas de difficulté à prendre des tours. Et important, vous regardez qu'il n'y a pas de sifflement pendant l'accélération. Donc demandez au vendeur d'accélérer pendant que vous êtes dans le compartiment moteur. Et si vous entendez un sifflement, essayez de le localiser. Si ça vient d'une durite percée, ça va. Par contre, ça peut venir d'un turbo HS qui sera à remplacer. Ça peut être assez cher à remplacer. Donc faites bien ce contrôle-là aussi. Quand vous roulerez, vous allez bien braquer à droite à fond pendant que vous roulez à gauche. S'il y a un souci à ce niveau-là, ça veut dire qu'il y aura au moins un cardan à remplacer. Pendant l'essai, la voiture tire toute seule à gauche ou à droite. Ça peut venir de plusieurs petits problèmes. Ça peut venir de la crémaillère. Là, c'est un assez gros chantier. L'accès est assez restreint sur certaines voitures. La timonerie de direction, c'est pareil. Sinon, ça peut venir d'une rotule de direction, un triangle, un parallélisme. Donc, il y aura un contrôle à faire à ce niveau-là. Ou sinon, ça peut venir des pneus qui sont lisses et qui seront à remplacer. Je vais vous donner un petit conseil. Alors, si jamais vous voulez acheter une voiture qui n'a pas démarré depuis un moment ou qui ne démarre pas, donc vous pouvez vous munir d'un booster de batterie ou d'une voiture avec des câbles. Et pourquoi? C'est tout simplement pour voir si le moteur n'est pas bloqué. Si jamais le moteur est bloqué, ça peut avoir de lourdes conséquences et tout de suite, c'est beaucoup moins une bonne affaire la voiture. Donc vous amenez un booster de batterie avec vous si vous n'en avez pas une voiture qui sera capable de donner de l'énergie. Si vous ne savez pas comment on manipule des câbles de batterie, je vous mets dans la description un lien de ma vidéo où j'avais fait comment on met des câbles de batterie. Le principe est le même pour un booster de batterie, hein. Et en fait vous mettrez en marche le démarreur. Si le moteur ne tourne pas, bon, dans ce cas là ça peut venir d'un blocage moteur. Dans ce cas là, là ça peut carrément venir du moteur, quoi. Donc faites ce contrôle là si la voiture n'a pas tourné, c'est assez indispensable. Deuxième conseil que je peux vous donner. Alors, si lors de l'essai, vous sentez qu'il y a une perte de puissance, mais que pourtant lors du contrôle au niveau de l'accélération, vous n'avez entendu aucun sifflement, ça peut venir de plusieurs petits problèmes. Ça peut venir du débitmètre qui est HS ou qui sera simplement à nettoyer. Donc ça, c'est assez facile comme main d'œuvre sur certaines voitures. Une vanne EGR sale. Donc si vous avez de la fumée à l'échappement, ça peut venir de la vanne EGR aussi, qui sera à nettoyer. C'est pareil, c'est pas une main d'œuvre hyper coûteuse et hyper difficile à faire. Donc l'idéal c'est d'avoir essayé un modèle pareil que celui que vous voulez acheter avant, histoire de pouvoir différencier les deux. Parce que si jamais vous avez
si vous pouvez essayer un modèle identique à celui que vous voulez acheter, c'est l'idéal. En moins, vous allez pouvoir savoir si la voiture que vous voulez acheter a des problèmes, vu que vous aurez testé une voiture identique avant d'aller la voir et l'acheter peut-être. C'est un conseil que je vais vous donner sur les moteurs français, à l'occurrence moteur PSA, Peugeot, Citroën, Renault et peut-être même Dacia, parce que c'est un peu c'est Renault quoi. C'est de demander aux vendeurs si les capteurs PMH Arbracam ont été changés. C'est très récurrent sur les moteurs français Peugeot, Renault, particulièrement Renault, et je vise bien les Renault Clio 2, les Mégane 1, les moteurs de ces années-là, hein, les Twingo entre 2000 et je dirais 2005-2006, je dirais plus 2003 même, 2004, en tout cas 2005. De contrôler et de demander aux vendeurs si les capteurs PMH et Arbracam ont été changés. S'ils n'ont pas été changés, bon, ça ne veut pas dire qu'il faudra que vous les changez tant qu'il n'y a pas de problème. Les symptômes, ça peut être la voiture qui ne démarre pas. Sinon, elle fait des à-coups. En l'occurrence, cette 207 que vous voyez, elle me l'a fait 3 jours après l'achat. Donc, c'était les capteurs PMH. Si vous avez des à-coups d'un coup comme ça, c'est-à-dire que vous roulez et d'un coup elle vous fait un à-coup comme ça, ça peut venir des capteurs PMH. Il ne faut pas tout de suite vider la pompe à injection ou les injecteurs. Si vous avez changé les capteurs PMH Arbracam et il y a toujours le problème, là à ce moment-là, va peut-être falloir se pencher vers les injecteurs et les pompes à injection. Mais avant, si vous avez acheté une Peugeot ou Renault, penchez-vous plutôt vers les capteurs PMH, c'est mieux. Alors, lors de l'essai, vous allez faire une chose également. Alors, vous allez essayer de trouver une pente. Et en fait, vous allez serrer le frein à main et voir que le frein à main stoppe bien la voiture, même dans les pentes. Sans enclencher de vitesse, hein, évidemment, c'est le contrôle du frein à main. Si jamais il ne sert pas assez, il y aura un contrôle à faire au niveau de la vis. Je pense que c'est une vis de réglage qui est au niveau du frein à main, souvent sous les plastiques et sous la planche de bord ici, enfin sous cette partie, à l'horizon du frein à main. Et si vous n'avez pas un frein à main et que vous avez un frein à pied, ça se passe souvent ici. Vous avez une manette ici que vous tirez, en l'occurrence sur les Mercedes c'est pareil, avec une pédale où il faut appuyer. Dans ce cas-là, il va falloir se pencher vers le bas. Donc c'est un câble qui va vers... c'est un câble tout simplement qui sera à contrôler s'il n'est pas usé, s'il n'est pas à changer. Sur cette Peugeot 207, il y a des capteurs de ceinture. Sur cette voiture, j'ai eu des problèmes de capteurs de ceinture. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de problème. En fait, ce qui se passe, c'est que parfois... ça ne capte plus du tout les ceintures, notamment sur cette voiture ça s'est passé à l'arrière. Donc le test c'est de mettre toutes les ceintures de sécurité de la voiture et de vous asseoir et de les mettre pendant que le contact est mis. Donc je vais vous montrer un exemple. Je vais mettre ma ceinture de sécurité côté conducteur et normalement le voyant va s'éteindre, moi-même, peut-être même tout. Voilà, vous voyez c'est vert comme ça. Et en fait, vous faites le contrôle pour toutes les ceintures de sécurité. Et en fait, si jamais ça s'éteint pas, alors que vous avez bien mis votre ceinture, vous êtes bien assis sur le siège, le capteur sera remplacé. Après, ça c'est sur les voitures qui ont des ceintures de sécurité, des alarmes comme ça. Il y en a qui ne l'ont pas. Dans ce cas-là, ça évite un contrôle à faire en plus. Mais si vous avez ces capteurs de ceinture, l'idéal c'est quand même de les contrôler histoire d'être sûr qu'ils fonctionnent et que ça sera pas à remplacer en plus de ce que vous aurez à remplacer si jamais il y a des frais. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des trous à l'accélération lors de l'accélération, vous essayez de monter à 2000 tours gentiment. Si jamais vous montez gentiment à 2000 tours, vous vous situez entre les deux. Si vous pouvez monter plus et que vous entendez un sifflement ou peut-être même des trous à l'accélération, là ça peut aussi venir des capteurs PMH et Arbracam, mais pas que. Peut-être qu'au bout d'un moment c'est la pompe à injection et les injecteurs. Je sais pas trop, je suis pas sûre, mais je dirais que ça pourrait venir de là.
Si vous avez des commandes au volant, essayez-les. Pour moi, elle n'a rien contre le cinéma, mais bon, je ne suis malheureusement pas sollicité. Voilà, vous faites le contrôle des commandes. Pareil, si vous avez un limiteur régulateur de vitesse, vous essayez que tout fonctionne bien. Si vous êtes parti voir une Peugeot, alors là je vise tout particulièrement les Peugeot 206, 207, et peut-être même des 807 et des C8, moteur PSA quoi, enfin, les voitures PSA, Citroën Peugeot, qui sont entre 2000 et même voire 2007-2008. Si vous avez des problèmes, en tout cas celle-là c'est une 2006, si vous avez des problèmes en fait vous mettez votre clignotant gauche ou droit, et qu'en fait il ne s'allume pas les trois que vous avez bien regardé, c'est-à-dire celui de devant, latéraux derrière, et pourtant ça s'allume au tableau de bord, et que vos ampoules sont correctes, alors là ça peut venir du COM 2000. Alors qu'est-ce que c'est le COM 2000? C'est tout simplement le bloc qui réunit commande de feu, régulateur et limiteur de vitesse, commande au volant et le lave-glace et les essuie-glaces. Donc il oblige le démontage du volant complet. Donc si vous avez cette main d'œuvre à faire important avant de manipuler le volant, les vis de volant, vous débranchez la batterie. Parce que sinon vous allez vous prendre l'airbag dans le visage, et alors là croyez-moi ça va faire très très mal. C'est littéralement une bombe ce truc. Vous débranchez la batterie et vous pouvez travailler en toute sérénité. Donc si vous ne vous sentez pas en confiance de faire cette main d'œuvre, c'est mieux que vous alliez le faire dans un garage. On va pas prendre de risques. C'est mieux que un professionnel vous le fasse. Même si va falloir peut-être payer un petit billet, au moins ça touche pas, il n'y aura aucun souci, et au moins vous serez en toute sérénité, vous serez sûr de ne rien casser. Lors de l'essai, vous allez également tester les freins. Donc vous allez essayer de vous situer à une vitesse qu'on utilise en ville, en l'occurrence maximum 50 km/h, et vous freinez. Alors vous freinez pas brusquement évidemment, vous freinez, et si jamais vous avez des petits, vous avez la course de la pédale est trop longue, les plaquettes de frein seront à remplacer, disques. Mais si vous avez toujours un problème à ce niveau-là, regardez plutôt votre mâtre cylindre, si vous n'avez pas une fuite de liquide de frein. Alors là par contre, si vraiment vous avez changé les plaquettes disques toutes, là par contre ne roulez pas avec la voiture jusqu'à ce que vous ayez trouvé le problème, parce que ça peut venir du maître cylindre, et là ça y fait gravement sur votre sécurité. Premier contrôle, et ensuite on va se laisser là-dessus. Alors je vais vous dire comment contrôler un alternateur ou une batterie. Alors idéalement une batterie qui charge bien, un alternateur qui alimente bien la batterie, ça tourne aux alentours des 12 volts et demi je dirais. Donc pour tester le voltage de la batterie, donc vous allez prendre le plus et le moins, donc c'est les deux pics, pics que vous avez avec votre voltmètre, pardon. Et en fait le rouge vous allez le mettre sur le pôle positif, pôle négatif. Vous regardez ma vidéo, elle est dans la description. Et en fait si jamais vous trouvez que le voltage est bas, normalement si le voltage est bas, normalement de toute manière ça vous envoie pour certaines voitures un voyant stop avec un logo batterie. Donc dans ce cas là vous avez un alternateur à changer. Mais si jamais quand vous coupez le moteur, vous la laissez je sais pas moi une demi-heure, et que vous revenez, vous mettez et que le voltage est bas, ça peut venir de la batterie. À noter que par contre un membre de ma famille a une voiture qui quand on la laisse pas tourner pendant je sais pas moi une heure et demie, il n'y a plus de batterie, alors qu'il n'y a rien. Donc ça peut venir de la batterie, mais ça peut venir aussi de quelque chose qui pompe du courant, peut-être même moi j'ai vu quelques vidéos de masses qui se touchent entre eux, bon à voir. Mais en tout cas, si vous avez ce problème là, à voir, est-ce que ça vient de la batterie. Si vous avez remplacé la batterie et qu'il y a toujours le problème, ça peut venir de quelque chose qui pompe du courant à la batterie. Donc voilà. Vous pouvez vous munir d'un voltmètre, ça vous permettra de contrôler le voltage de la batterie.
Si vous en avez pas, vous pouvez essayer la technique de débrancher le pôle négatif. Vous pouvez le faire aussi si elle cale, c'est qu'il y a un problème d'alternateur. C'est beaucoup moins coûteux, voire même pas du tout. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, partager, abonnez-vous, rejoignez-moi sur mon compte Instagram, il s'affiche à l'écran. Mon serveur Discord dans la description et mon compte Utip qui est dans la description. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.